Ça, c'est l'entrée de la banque de cerveau. Laissez-moi trouver ma carte d'accès. Rentre pas qui veut. Non, évidemment, c'est des tissus extrêmement précieux. On ne peut pas laisser rentrer n'importe qui. C'est une drôle de banque située à l'ouest de Montréal dans l'Institut universitaire en santé mentale Douglas que nous fait visiter Naguib Meshawar, chercheur à l'Institut et directeur de la banque. Je vais mettre une paire de gants ici. Je vais vous montrer à l'intérieur. Ici sont stockés près de 3000 cerveaux. On peut voir des vaisseaux sanguins ici. On peut voir aussi, vous voyez, la petite membrane des méninges qui entoure le cerveau. C'est impressionnant. C'est la première fois pour vous. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir quelque chose d'aussi impressionnant. À leur arrivée, les hémisphères du cerveau sont séparés. Certains sont congelés à moins 80 degrés, d'autres sont fixés dans des tupperwares disposés sur de grandes étagères, ce qui donne différentes couleurs au cerveau, du rose au gris. Ça m'émerveille toujours, ouais. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore ma profession, mon métier. C'est le cerveau qui est un organe absolument fabuleux et on en apprend tous les jours. Le cerveau, c'est l'individu, n'est-ce pas? Alors c'est toujours avec énormément d'émotion et de respect qu'on fait ce travail-là. Chaque année, 1000 échantillons de tissus cérébraux sont distribués dans le monde, une ressource inestimable pour faire progresser la recherche. Si cette recherche est possible, c'est grâce aux familles qui acceptent de donner le cerveau. L'Institut en reçoit une centaine par an. La majorité des familles acceptent parce qu'elles comprennent, elles ont vu un être cher souffrir et puis mettre fin à ses jours. Et donc, s'ils peuvent faire quelque chose pour prévenir cette souffrance à d'autres, eh bien, ils le font volontiers. Mais pour comprendre une maladie, encore faut-il pouvoir comparer les échantillons. Et c'est là le plus difficile, avoir des cerveaux sains. Sur les 3000 de la banque, entre 20 et 25% seulement sont des cerveaux témoins. On en a autant besoin que des cerveaux malades, si je peux dire. C'est pas nécessairement naturel de donner son cerveau, mais on commence à avoir des campagnes d'information et de sensibilisation et les gens comprennent assez vite. Voilà. Dans le laboratoire, les étudiants Saïma et Yann travaillent consciencieusement. Parce que Yann est en train de travailler sur l'hippocampe, une région qui est importante, notamment pour la mémoire. C'est le but un peu, c'est d'avancer nos connaissances sur ces maladies-là et de mieux les comprendre afin d'un jour les prévenir et les guérir. Marie-Laure Josselin, Montréal, RFI. Et nous partons au cœur de l'océan Indien, aux Maldives. 1200 îles s'étalent sur plus de 1000 km. Ce petit pays de 370 000 habitants a une législation particulière. La politique est que chaque île est habitée soit par des Maldiviens, soit par des touristes, jamais les deux. Ce chapelet d'îles forme un paysage paradisiaque de cartes postales, barrières de corail, atolls de sable blanc bordés par une mer bleue et verte. Mais avec le réchauffement climatique, ces îles risquent de disparaître, submergées par l'élévation du niveau de la mer. Alors comment la population vit-elle cette situation? Quel rapport les Maldiviens entretiennent-ils avec leur environnement? C'est un reportage d'Anne Rioux. Hello, thank you for the coffee. Merci pour le café. Donc on s'est installé dans un petit restaurant tout au bord du débarcadère et c'est en des toits de palme, c'est à ciel ouvert, on est juste sous les cocotiers et on se met tous en rond autour d'une table. 2, 4, 6, 7, donc ça fait 7 personnes du village, on est tous autour de la table. Je vais vous montrer tous les papiers, tous les articles qui parlent de vous. Tout le monde dit que les Maldives sont menacées de disparition sous les eaux. On ne sent pas les effets de la montée des eaux, car depuis notre enfance, l'île est pareille. Cependant, nous constatons de plus en plus l'érosion à certains endroits de l'île. Donc on dit que l'eau va monter de 50 cm à 1 mètre d'ici 50 à 100 ans. Et de quelle est la hauteur de votre île ? L'île fait environ 1 mètre de hauteur. Mais comme nous sommes musulmans et que nous faisons confiance en notre Dieu Allah, nous ne croyons pas que l'île puisse être détruite dans 50 ou 100 ans. Nous ne croyons pas que le niveau de l'île va monter. Nous faisons toujours confiance en notre Dieu, notre Créateur. Depuis notre enfance, il y a une rumeur. Mais comme nous ne voyons rien changer, nous n'y croyons pas. Ça ne change rien de vivre sur une île très basse ou très haute. Ce qui doit arriver, arrivera, donc on reste.
Donc il y a tout le monde qui est venu pour discuter et tout le monde est d'accord. Aujourd'hui même, on a annoncé qu'un comité allait tout planifier pour que les Maldives soient le premier pays neutre en carbone. C'est lié au changement climatique actuel. Et à l'école ainsi qu'à la télévision, il y a des programmes de sensibilisation à l'environnement. On y traite de l'effet de serre et des effets du phénomène El Niño sur notre barrière de corail. On ne peut pas contester qu'il y a un réchauffement de la planète et qu'il y a donc une montée des eaux. Nous sommes une petite nation. On ne peut pas renverser le processus. Mais au moins, nous pouvons faire passer le message au monde que nous serons les premiers touchés et que ça a déjà commencé pour nous. Par notre éducation, nous savons que 6 degrés peuvent changer le monde et que la Terre se réchauffe de 1,8 degré. Et nous savons qu'au-delà de 2 degrés, le phénomène devient irréversible. Ce que je vous dis là, c'est mon opinion, et non celle des chefs de village. D'accord. Ziad donc vient de me donner son avis, mais que c'est effectivement en contradiction avec les responsables. D'accord.